Alors, bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter. André Quentin, je suis médecin pneumologue dans le service de pneumologie à l'Université de Sherbrooke. J'ai dirigé pendant plusieurs années une clinique de fibrose pulmonaire idiopathique et c'est le sujet de ma présentation aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est de vous présenter des avancées sur la recherche qui a rapport à la fibrose pulmonaire idiopathique, ses causes et ses mécanismes. Puis brièvement, à la fin, on va parler un petit peu des traitements, puis de ce qui s'en vient aussi en recherche pour tenter d'avoir des nouvelles thérapies. Alors, la première diapositive, ce que vous voyez à l'écran, c'est une photo d'arbre. Ce n'est pas par hasard. La fibrose pulmonaire affecte les poumons. Puis les poumons, souvent on dit que les arbres sont les poumons de la Terre. Puis l'inverse est vrai aussi. Les arbres ressemblent beaucoup à nos poumons. Alors pourquoi? Parce que les feuilles d'un arbre, quand il est jeune, en santé, tout vert, comme en haut à gauche, vont faire l'échange d'oxygène et de gaz carbonique. Contrairement à nous, l'arbre cherche à recevoir du gaz carbonique puis rejette de l'oxygène. Lorsque l'arbre va vieillir, bien, ces feuilles-là vont devenir plus durcies, comme on voit en bas à droite. La feuille à l'automne est très durcie, puis elle est beaucoup moins efficace pour échanger l'oxygène, puis il peut avoir une perte de feuilles dans les branches, ce qu'on voit dans l'image en haut à droite. Donc, la transformation de la feuille de l'arbre entre le moment où elle est en santé l'été, puis que la feuille est jeune, au moment où c'est l'automne, un petit peu plus âgé, la feuille va durcir puis être moins efficace. Il y a un parallèle qui peut se faire avec nous. Plus on vieillit, plus nos tissus deviennent un petit peu moins fonctionnels, mais tout n'est pas perdu. On ne perd pas toutes nos feuilles en même temps, heureusement. Et même si on a de la fibrose pulmonaire puis qu'on a une tendance à avoir un durcissement des alvéoles, comme un arbre à l'automne, on peut quand même préserver notre capacité en faisant certaines choses, puis avec la recherche qui permet d'avoir des médicaments qui sont plus efficaces pour ralentir la progression de la fibrose pulmonaire. Donc, on va essayer de changer la diapositive. Donc, la fibrose pulmonaire idiopathique, le mot le dit, c'est une fibrose. Qu'est-ce qui est une fibrose? Une fibrose, c'est un terme médical qui veut dire cicatrice. Donc, c'est des cicatrices pulmonaires. Idiopathique veut dire la cause est inconnue. Donc, la cause, on est idiot face à sa cause. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça de la fibrose pulmonaire idiopathique. Alors, comment est fait un poumon ou un arbre respiratoire? C'est très semblable à un arbre. Au lieu d'avoir des branches dans un arbre, notre poumon est fait de bronches. Le mot se ressemble aussi, c'est probablement la même racine du latin, j'imagine. Et ces bronches-là vont servir à transporter l'air vers les unités alvéolaires, qui sont l'équivalent des feuilles d'un arbre. Ces alvéoles-là vont échanger de l'oxygène, vont donc prendre de l'oxygène, le mettre dans le sang, et ils vont récupérer le gaz carbonique, qui est le CO2, pour qu'on puisse l'expirer. Donc, pourquoi on a besoin de ça? C'est parce que nos cellules dans le corps ont besoin d'oxygène pour générer de l'énergie. L'énergie, ça sert à quoi? Bien, ça sert à nous garder au chaud, ça sert à nous permettre de faire des fonctions vitales, de bouger. Et pour faire tout ça, on a besoin d'avoir de l'oxygène. Le déchet qui provient de la production d'énergie, c'est le gaz carbonique. Pareil comme une automobile a besoin d'oxygène pour brûler l'essence qui génère l'énergie qui la fait bouger. Mais malheureusement, nos voitures, sauf récemment les voitures électriques, c'est différent, mais les voitures qui fonctionnent avec un moteur à combustion vont, comme nous, générer du CO2. Donc, on peut voir notre corps un peu comme un moteur qui prend de l'oxygène pour générer de l'énergie, puis qui rejette du CO2. La prise de l'oxygène puis la disparition du CO2, ça se passe dans une petite unité alvéolaire, une petite unité des poumons qui s'appelle l'alvéole.
Si on regarde à fort grossissement un diagramme d'une alvéole et d'une bronche terminale, ce qu'on voit en haut ici dans l'alvéole, c'est la bronche terminale qui est faite de cellules qui ont des cils, puis des cellules qui produisent du mucus. Mais il n'y a pas de transfert d'oxygène qui se fait au niveau de la voie aérienne. Ensuite, si on descend plus loin dans ce qui ressemble à un ballon de soccer ou un ballon, ça, c'est ce qu'on appelle l'unité alvéolaire. Et cette alvéole-là, elle est faite de cellules qu'on appelle des cellules épithéliales. C'est des cellules minces, minces, minces qui vont tapisser l'alvéole partout autour. Puis l'alvéole est collée sur des vaisseaux, donc des veines ou des artères, mais en fait, on les appelle des capillaires. Et ces vaisseaux-là sont remplis de globules rouges, qui sont ici illustrés en rouge. Puis ces globules rouges-là, ce sont des transporteurs d'oxygène. Donc, la grande majorité de l'oxygène qu'on va capter dans le poumon va se fixer aux globules rouges. Puis ces globules rouges-là vont être livrés aux tissus qui ont besoin d'oxygène. Donc, le cœur va pomper le sang vers les tissus qui ont besoin d'oxygène. Puis le globule rouge va décharger à ce moment-là son oxygène dans le tissu qui en a besoin. Puis en même temps, bien, le sang va récupérer le gaz carbonique puis le rapporter à l'alvéole. Puis le gaz carbonique va diffuser dans l'alvéole pour l'expiration. Donc ça, c'est une unité alvéolo-capillaire ou une unité alvéolaire qui fonctionne normalement. Ça, c'est une unité en santé. Puis on va voir plus loin qu'est-ce qui arrive quand elle n'est pas en santé. Un facteur qui est très, très important, puis ça, c'est un concept qui n'est pas facile à comprendre, mais je vais vous en parler un petit peu plus en détail tantôt, c'est que dans une unité alvéolaire, les cellules sont au contact de l'air et juste à la surface, partout, partout dans l'alvéole, il y a une petite couche d'eau. Et cette petite couche d'eau-là fait en sorte qu'il y a une tension qu'on appelle la tension de surface. Alors, je vais y revenir tantôt. Si vous ne comprenez pas là, ce n'est pas grave. Mais la tension de surface a tendance à tirer sur les parois de l'alvéole et vouloir la faire s'écraser. Donc, le ballon a tendance à vouloir se vider très rapidement. Et nos cellules de l'alvéole produisent une molécule, une molécule de gras. C'est très, très simple. C'est un lipide qui a la propriété du savon, comme le savon à vaisselle. Puis ce que ça fait, c'est que ça va briser la tension, puis ça va permettre à l'alvéole de rester gonflé, puis de ne pas s'écraser. Pourquoi je vous parle de ça, cette molécule-là qui s'appelle le surfactant, ou ce matériel-là qui s'appelle le surfactant? Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que dans la fibrose pulmonaire idiopathique, souvent le surfactant est anormal parce qu'il y a un dommage aux cellules. Puis vu que le surfactant n'est plus capable de faire son travail, la tension dans l'alvéole va augmenter, puis les alvéoles vont avoir tendance à s'écraser, puis fonctionner moins normalement. Quand on regarde des alvéoles sous un microscope, si on était capable d'aller dans un poumon, puis de prendre un petit morceau, puis de le trancher mince, 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 puis de le regarder en dessous d'un microscope avec une lumière, ce qu'on verra, c'est la photo de gauche. Donc, ça ressemble beaucoup, beaucoup aux alvéoles qu'on voit dans une éponge. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'alvéoles. Puis, ce que vous ne voyez pas parce que c'est trop petit, c'est qu'à travers toutes ces alvéoles-là, ces parois-là que vous voyez, il y a des vaisseaux avec des globules rouges. Donc, ça, c'est un poumon normal. Quand on a la fibrose pulmonaire idiopathique, c'est l'image qu'on a à droite. Et là, on voit certaines alvéoles qui sont d'aspect normal, avec des parois qui sont minces, minces, que l'air peut passer facilement. Mais on voit d'autres endroits où les parois sont très épaissies, très rouge-mauve. Et là, il faut me croire, là, à l'intérieur de ces épaissements-là, il y a des cicatrices. Puis les cicatrices, c'est quoi? C'est un dépôt excessif de fibres de collagène. On entend souvent parler du collagène comme une bonne protéine. C'est une bonne protéine, mais trop de collagène à un endroit, ça donne des cicatrices, puis ça donne un épaississement et ça nuit aux échanges gazeux. Donc, les gens qui ont une fibrose pulmonaire idiopathique, s'ils ont trop de cicatrices, vont avoir plus de difficultés à capter l'oxygène. Je vois que José a la main levée, mais je vais prendre les questions peut-être à la fin, juste pour
pour pouvoir tout vous présenter. Mais gardez vos questions au fur et à mesure, puis ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, quand on a une personne chez qui on soupçonne une fibrose pulmonaire idiopathique, on n'est pas obligé d'aller faire une biopsie, d'aller prendre un morceau du poumon puis de le regarder au microscope. On est chanceux. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une tomodensitométrie qu'on peut faire du thorax. C'est un CT scan. C'est une radiographie spécialisée qui permet de voir de façon très précise, avec une haute résolution, la structure des poumons. Puis l'image que vous voyez ici à gauche, c'est une image où on voit des kystes entourés de parois blanches. Et ces parois blanches-là sont des cicatrices. Et ces cicatrices-là, qu'on appelle la fibrose, sont des cicatrices qui peuvent surtout se présenter en bas des poumons, puis en dessous des côtes, juste en dessous de l'enveloppe qu'on appelle la plèvre. Et il y a beaucoup d'endroits, comme la partie plus noire ici, qui sont d'aspect normal, qui permettent aux gens de bien respirer malgré leur maladie. Puis quand vous regardez à droite, il y a beaucoup d'endroits qui sont encore sains. Donc la partie rose, pas de fibrose, c'est des parties de poumons qui respirent bien encore. Mais la fibrose a tendance à commencer dans les bases, puis en dessous des côtes. Puis ça donne un aspect qui est très typique pour un radiologiste. Si le radiologiste voit une fibrose qui est pire en bas qu'en haut, qui est dans la région en dessous des côtes, là, on appelle ça sous-pleurable, dont l'aspect rappelle un peu l'aspect d'un nid d'abeille, donc toutes des petites alvéoles avec des parois épaissies, avec des bronches qui ont tendance à sembler beaucoup plus grandes, beaucoup plus ouvertes. On appelle ça des bronchiectasies parce que le collagène tire sur les bronches, ça les rend beaucoup plus ouvertes. Puis il n'y a pas de signe de cancer ou d'autres pathologies. Donc, si on a tout ça, le radiologiste va pouvoir dire, Monsieur Dr. Quentin, votre patient a une fibrose pulmonaire. Moi, de mon côté, si je ne vois pas qu'il y a une autre cause de fibrose pulmonaire, la personne n'a pas travaillé dans les mines d'amiante, n'a pas pris des médicaments toxiques, bien, je vais peut-être dire je ne trouve pas de cause, donc je vais appeler ça de la fibrose pulmonaire idiopathique. Qu'est-ce que ça donne, la fibrose idiopathique? Bien, on va regarder rapidement. Premièrement, il y en a combien? Mais il y en a pas autant que d'autres maladies, mais il y a quand même beaucoup de monde qui a cette maladie-là. Donc, il y a environ de 13 à 20 par 100 000 personnes de population qui ont la fibrose pulmonaire idiopathique. Maintenant, si on calcule qu'on est, on est 8 millions, bien, il faut multiplier ce chiffre-là par 80. Donc, il y a entre 1000 et 2000 personnes au Québec qui ont de la fibrose pulmonaire idiopathique. Pourquoi on ne rencontre pas plus souvent de gens qui ont de la fibrose? Bien, c'est parce que pour une maladie où on est aussi bien organisé que pour d'autres maladies, puis des groupes d'entraide, puis des groupes qui se connaissent, il y en a moins que pour d'autres maladies. Mais ce n'est quand même pas une maladie rarissime non plus. C'est une maladie qui affecte des gens de 50 ans et plus. C'est très rare d'avoir une fibrose pulmonaire chez un enfant ou un jeune adulte. La présentation clinique, c'est surtout l'essoufflement qui apparaît à l'effort et qui disparaît au repos. Également, il peut y avoir une toux qui est soutenue et parfois ce symptôme-là de la toux est pire que l'essoufflement ou est aussi pire que l'essoufflement, puis c'est réfractaire. C'est très difficile de trouver un médicament qui contrôle la toux. Le médecin, lui, qui s'y écoute avec un stéthoscope, va entendre des râles à l'inspiration. Puis à l'occasion, peut-être une personne sur 4 va avoir des doigts en baguette de tambour. Là, on appelle ça de l'hypocratisme digital. C'est la photo que vous avez en haut à droite. Et si vous faites souffler dans les appareils, vous allez voir qu'il y a une restriction des poumons, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des grands volumes pulmonaires, la personne a des volumes pulmonaires de plus en plus petits. Pourquoi? Parce que les fibres de collagène ne sont pas tellement faciles à étirer, puis ça a tendance à tirer vers l'intérieur puis rapetisser le volume des poumons. Puis avec ça s'accompagne des difficultés de capter l'oxygène, qu'on appelle une baisse de la capacité de diffusion, une diminution de la capacité de diffusion de l'oxygène. Et tout ça s'accompagne d'anomalies que je viens de vous présenter, qui sont caractéristiques à la tomodensitométrie du thorax.
Quand on a une fibrose pulmonaire, le médecin pneumologue va vouloir déterminer quelle est la cause de cette fibrose-là. Si la cause est évidente, disons que vous avez travaillé 40 ans dans les mines de l'amiante, puis qu'on voit de l'amiante, parce qu'on peut des fois voir des plaques d'amiante sur des radiographies, bien, on ne cherchera pas de midi à 14 heures. On sait que la fibrose est causée par l'exposition à la fibre d'amiante, qui est connue pour donner de la fibrose pulmonaire. Si vous êtes un fermier, puis que vous avez fait des réactions allergiques aux moisissures dans le foin, puis que ça va été bien documenté, puis que vous avez continué à travailler avec du foin moisi pendant 20 ans, puis que vous développez une fibrose pulmonaire, on va dire, bien, la cause, c'est le poumon du fermier. Fait qu'on n'appelle pas ça la fibrose pulmonaire idiopathique. Par contre, si vous avez de la fibrose pulmonaire, qu'on ne retrouve pas de raison pour avoir une fibrose pulmonaire, bien, il reste que votre fibrose pourrait être une fibrose pulmonaire idiopathique ou ça pourrait être une fibrose pulmonaire associée à une maladie inflammatoire des poumons qui se traite avec certains types de médicaments, ce qu'on appelle une maladie inflammatoire non spécifique, NSIP. Pour le distinguer, ce qu'on peut faire, c'est une biopsie pulmonaire. Et là, la biopsie est rarement offerte aux gens parce qu'on le fait seulement chez les gens chez qui on a besoin d'avoir un diagnostic plus précis. Et la technique la plus courante, c'est de faire une opération où on va rentrer un tube entre les côtes sous anesthésie générale, puis on va aller chercher un petit morceau de poumon. Et il y a certains risques. Ce n'est pas des risques très élevés, mais il y a certains risques, ce qui fait que c'est dangereux de le faire chez une personne qui a un âge avancé ou qui a des maladies comme une maladie cardiaque associée. Il peut y avoir une fuite d'air après une biopsie qui oblige une hospitalisation prolongée. Il peut y avoir une flambée de la condition sous-jacente. Donc, il peut y avoir une fibrose qui s'accélère après une biopsie. Puis, rarement, il peut y avoir un décès. Donc, ce n'est pas une procédure qu'on fait chez tout le monde, mais il y a des bénéfices chez certaines personnes d'avoir une biopsie parce que ça peut aider à dire qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais avoir des difficultés dans les 5 prochaines années? Ou est-ce que ma maladie, je risque de l'avoir pendant 15 ans puis pas être trop malade? Donc, ça peut nous donner des indices. Puis aussi, ça permet aux médecins de choisir le meilleur traitement. Si c'est une maladie inflammatoire, les médicaments de la fibrose pulmonaire idiopathique ne seront pas utilisés. Mais si c'est une fibrose pulmonaire idiopathique, là, il y a d'autres choix de médicaments. Alors, chez qui qu'on fait ça? On fait ça chez les gens qui ont une présentation atypique, dont le diagnostic n'est pas clair, puis les risques ne sont pas tellement grands, puis les bénéfices sont favorables. Donc, biopsie possible, mais pas chez tout le monde. Je reviens maintenant à la fibrose pulmonaire idiopathique. Alors, dans la fibrose pulmonaire idiopathique, une des caractéristiques importantes, c'est que les cellules de l'alvéole souffrent d'un manque d'oxygène. Pourquoi les cellules des alvéoles souffrent d'un manque d'oxygène? Bien, premièrement, c'est souvent causé par un dommage qui a été fait aux cellules et il va y avoir une perte du fameux matériel que je vous parlais, comme le savon, le détergent qu'on appelle le surfactant. Puis, il y a une accumulation d'une autre protéine qui s'appelle le mucus. Je vais revenir sur ça parce que ça, c'est assez fréquent que les gens qui ont la fibrose pulmonaire ont beaucoup de mucus puis toussent beaucoup. Donc, qu'est-ce qui arrive quand il y a des dommages aux cellules alvéolaires? C'est que le surfactant devient moins fonctionnel, puis l'unité alvéolaire va avoir tendance à vouloir s'écraser. Puis à ce moment-là, il y a moins d'air qui va pouvoir rentrer, puis toutes les cellules vont manquer d'oxygène. Ça va causer encore plus de dommages. Puis là, il y a des cellules spécialisées pour la réparation, qui s'appellent des fibroblastes, sont en jaune ici, juste ici en jaune. Et ces cellules-là vont déposer du collagène dans une tentative de réparation, mais c'est une tentative qui n'est pas efficace et ça donne des cicatrices. La tension de surface. Ça fait quelques fois que je vous parle de ce mot-là. C'est quoi exactement? Ici, vous avez l'illustration d'un verre d'eau. Okay? Les parois noires, ici, c'est les parois du verre d'eau. Puis vous avez peut-être remarqué que quand vous mettez de l'eau dans un verre, des fois, il se forme une petite couche ici. On voit que l'eau n'est pas tout à fait droite. Hein? Il y a comme un ménisque qui se forme. C'est comme creusé vers l'intérieur. Pourquoi l'eau a tendance à rentrer vers l'intérieur? C'est tout simplement sa forme, parce qu'il y a une molécule d'hydrogène
qui va être chargée positivement, puis des molécules d'oxygène qui sont chargées négativement, elles vont s'attirer entre elles. Les positifs vont attirer le négatif attire le positif. Et ce que ça fait, c'est que ça va tirer sur les parois, mais les parois ici est en fait en verre, c'est un verre, il n'y a rien qui se passe, mais ici c'est de l'air, donc tout ça va avoir tendance à vouloir rentrer vers l'intérieur. Et dans une alvéole, ce même phénomène-là se produit où il y a une tendance à l'alvéole de vouloir s'écraser, et la plus petite alvéole va avoir tendance à vouloir s'écraser plus vite que la grosse. Et à ce moment-là, s'il n'y a pas de surfactant, si les alvéoles ont des dommages, bien, elles vont s'écraser de plus en plus. Puis ça va laisser de moins en moins d'alvéoles qui sont gonflées puis en santé. Et ça peut augmenter les problèmes d'oxygène. Puis le poumon a tendance à vouloir se réparer, à ne pas laisser aller des alvéoles qui sont endommagées. Puis une des façons qu'elle le fait, c'est de déposer du collagène, comme on voit ici dans la photographie du milieu. En gris, c'est du collagène. Puis l'autre chose que le poumon va faire, c'est qu'au lieu de produire des produits normaux, elle va commencer à produire du mucus, pareil comme le mucus qu'on a quand on a le rhume. Puis ce mucus-là, on peut le voir avec des colorations spéciales. Ça, c'est une coloration d'un poumon que la FPI, où on voit le mucus qui est coloré en brun. Puis il peut y avoir beaucoup de mucus qui s'accumulent à l'endroit où l'oxygène est supposé traverser. Puis ça a deux conséquences. Premièrement, c'est que s'il y a beaucoup de mucus, on va avoir tendance à vouloir le dégager. Donc, on va tousser beaucoup, puis on peut avoir des fois des sécrétions dans la gorge, puis on a l'impression qu'on est toujours pris avec ça, des sécrétions, du dérubement, mais ça vient de l'abondance de mucus. Deuxième phénomène que ça fait, c'est que bien que le mucus soit normal dans une bronche, ça ici, c'est une bronche normale, puis le mucus, c'est normal là. Dans une alvéole, ce n'est pas normal d'avoir du mucus parce qu'il ne doit pas avoir rien qui bloque le passage de l'oxygène. Et là, cette grosse paroi-là de mucus-là empêche l'oxygène de passer dans le sang. Donc, ça crée de l'essoufflement aussi. Donc, on a beaucoup de cicatrices, une accumulation de mucus, de la toux, puis de l'essoufflement qui vont s'en suivre. C'est la même chose ici. C'est juste pour me rappeler de vous dire que la fibrose, la FPI, on va appeler ça la FPI, c'est une maladie qui peut arriver sporadiquement sans que ça soit une maladie familiale. Mais on a découvert dans les 10 dernières années qu'il y a une forte association génétique à la FPI et qu'il y a un changement dans certains gènes qui va faire que les gens ont tendance à déposer plus de mucus que d'autres personnes. Et ces gens-là vont avoir une tendance à faire plus de FPI que d'autres personnes. Donc, il y a un facteur génétique qui va nous prédisposer à la fibrose pulmonaire, à la FPI chez certaines personnes. Environ la moitié des gens qui ont la FPI ont ce polymorphisme-là, ce variant génétique-là. Autrement, les autres qui n'ont pas de facteur génétique, c'est souvent des gens qui ont fumé la cigarette. La cigarette, la fumée, malheureusement, ça endommage beaucoup les cellules alvéolaires et ça cause les problèmes de surfactants, de collagène, puis de déposition du mucus. Il y a l'environnement. Je vous ai mentionné tantôt 2 exemples, l'amiante, les fermiers, les poussières. Mais en général, peu importe la poussière qu'on respire ou le fumée qu'on respire, c'est mauvais pour les poumons, puis c'est un facteur de risque. Puis finalement, une chose que je n'ai pas encore discutée, c'est que dans les fibroses non idiopathiques, là, les autres que les FPI, parce qu'il existe des fibroses non idiopathiques, il y a des gens qui ont de l'inflammation causée, par exemple, par l'arthrite rhumatoïde ou par une maladie qu'on appelle la sclérodermie. Donc, c'est des maladies inflammatoires qui peuvent affecter les poumons puis donner de la fibrose. Par contre, vu qu'il y a une cause connue, on n'appelle pas ça de la FPI. On va appeler ça de la fibrose rhumatoïde ou de la fibrose pulmonaire associée à une maladie comme la sclérodermie. Donc, la fibrose idiopathique, c'est en gros, probablement causé par un manque d'oxygène dans les tissus, dans les cellules alvéolaires. Puis là, on peut se dire, mais comment ça se fait qu'il ne parle pas sans arrêt? Pourquoi le docteur Quentin parle sans arrêt d'un manque d'oxygène? Le poumon, il reçoit plein de sang, puis on sait que le sang transporte l'oxygène. Donc, le poumon ne devrait jamais manquer d'oxygène. Mais le problème, c'est que le poumon,
c'est le seul tissu qui reçoit de l'oxygène, qui reçoit du sang, qui n'a plus d'oxygène, parce que tout le sang qui revient au poumon vient de laisser aller son oxygène. Puis le poumon, sa fonction, c'est de remettre de l'oxygène dans le sang. Donc, le poumon ne peut pas prendre son oxygène du sang. Et s'il ne peut pas prendre son oxygène du sang, le poumon doit prendre son oxygène à partir de l'alvéole. Et si tout va bien, l'oxygène va y aller, puis le sang va sortir pour aller perfuser tous les tissus avec l'oxygène partout dans le corps. Mais si on a la fibrose, on va avoir des dommages aux alvéoles, on va avoir un épaississement de la paroi, peut-être un peu trop de mucus, puis un obstacle au passage de l'oxygène. Puis là, les cellules vont souffrir un manque d'oxygène, puis le processus va s'accentuer, il va y avoir de plus en plus de tentatives de réparation. Et ça ressemble à quoi une tentative de réparation dans un poumon? Bien, on peut faire le contraste ici entre un poumon normal puis un poumon de FPI. Puis ce que vous voyez ici dans la petite boîte, c'est une abondance de cellules fibreuses qu'on appelle des fibroblastes. Et en fait, le petit dessin ici vous le dit, c'est exactement ce qu'on montre ici, c'est des fibroblastes en abondance qui vont épaissir la paroi. Il y a un dépôt de collagène, puis ces cellules-là sont en train d'essayer de réparer, mais la réparation est très inefficace. Donc, c'est en gros la cause de la FPI, c'est un problème de dommage aux cellules épithéliales, une réparation anormale qui est inefficace, puis le tout est accentué par le manque d'oxygène qui survient dans les tissus. Puis après ça, se produit un épaississement de la paroi, un manque de transfert d'oxygène dans le sang, de l'essoufflement, puis un dépôt excessif de mucus qui fait de la toux puis des sécrétions. Alors, ça, c'est tout le côté mécanisme et on est en droit de se poser la question, mais est-ce que c'est irréversible? Bien, une partie, oui, est irréversible, mais on sait maintenant qu'il y a beaucoup de tissus pulmonaires, même chez quelqu'un qui a une fibrose avancée, il y a encore des tissus qui sont pas trop endommagés, puis qu'on pourrait peut-être ralentir ou arrêter le processus de fibrose pour espérer avoir des feuilles le plus en santé possible, le plus longtemps possible, les alvéoles. Les traitements connus qui sont sur le marché, il y en a deux. Il y en a deux seuls. Le pirfénidone, qui a été découverte et mise en marché par une compagnie qui s'appelle Roche, sous le nom de Esbriet. Ce médicament-là, je vais commencer par juste vous montrer les bénéfices qu'il apporte. Donc ça, on va porter notre attention sur la figure, bon, on va regarder la figure de gauche, tiens. La ligne en vert, c'est le déclin de la fibrose pulmonaire au courant du temps dans un groupe de patients avec la FPI qui ne prenaient pas de pirfénidone. Et plus c'est bas, moins les patients étaient en santé. Et si on avait la santé parfaite, la ligne serait horizontale. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on prend la pirfénidone? Mais la ligne se démarque de la ligne verte et c'est très significatif. Mais malheureusement, c'est à quelque part dans le milieu entre la guérison, qui sera en haut ici, puis le patient qui ne prend pas de médicaments, qui a le FPI. Donc, la pirfénidone, on peut dire, fonctionne. Elle ralentit la détérioration de la maladie. Elle ralentit de façon significative, d'au moins la moitié. Mais malheureusement, ce n'est pas parfait parce que la ligne de détérioration n'est pas stabilisée complètement. Donc, ça, c'est un premier médicament. Et avant la pirfénidone, il n'y avait rien qui existait. Il n'y avait rien qui pouvait ralentir. Donc, c'est une avancée majeure, mais ce n'est peut-être pas satisfaisant, là. De plus, la pirfénidone a des effets négatifs. Environ 3% des gens vont développer des problèmes avec les enzymes du foie, donc il faut faire des prises de sang pour vérifier le foie. 4% des gens vont abandonner complètement la pirfénidone parce qu'ils ont trop d'effets secondaires, puis principalement, c'est digestif, avec des nausées, de la perte de poids, parfois de la diarrhée, mais c'est moins fréquent qu'avec Ofev. Et ils ont aussi des éruptions cutanées, des rougeurs qui piquent beaucoup, puis peuvent être très, très sensibles au soleil, doivent mettre la crème solaire, des manches longues, puis des chapeaux. Ça peut être métabolisé par le rein, donc il faut faire attention si les reins sont malades de ne pas trop en donner.
Puis, il y a des interactions avec d'autres médicaments. Mais c'est quand même un médicament qui peut se donner, qui peut avoir des bénéfices, bien qu'il soit imparfait. L'autre médicament qui est apparu sur le marché, qui est fait par la compagnie Boehringer Ingelheim, qui s'appelle le nintedanib, le nom commercial, c'est O5. C'est un peu la même histoire. C'est que si vous regardez les deux études, le placebo, le groupe qui n'avait pas de traitement, perdait de la capacité de cette façon-là sur plusieurs années. Ça, c'est sur 5 ans, 4 ans. Le groupe qui était sous traitement avec nintedanib perdait de la capacité à cette vitesse-là. Alors que si la maladie était complètement stable, qu'on avait guéri la fibrose, on serait ici sur la ligne pointillée. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même nettement mieux que pas de traitement. En fait, les gens sont en plein milieu entre la complète stabilité et la situation sans médicament. Donc, encore là, c'est un médicament qui est efficace, fait une grosse différence, peut ralentir de façon marquée la progression de la maladie, mais n'est pas parfait parce qu'il ne guérit pas la maladie. Lui aussi, le nintedanib ou le O5, il y a des effets négatifs, dont le plus fréquent, 2/3 des cas, 62 ont des diarrhées. 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois par jour. C'est vraiment, vraiment tannant. Ça peut se contrôler avec des antidiarrhéiques, des médicaments. Puis c'est beaucoup plus fréquent d'avoir de la diarrhée quand on prend le médicament que quand on ne le prend pas. Il y a environ une personne sur 20 qui va être obligée d'arrêter le médicament à cause des diarrhées, parce que même avec les médicaments contre la diarrhée, ils ne sont pas capables de contrôler ça. Donc, c'est le principal effet secondaire du O5. Il n'y a pas juste les médicaments présentement qui sont très bons pour traiter la FPI. Il ne faut jamais l'oublier. Si notre médecin l'oublie, il faudrait lui rappeler. Il y a d'autres façons d'approcher la FPI qui sont complémentaires à la médication. Et le plus important, c'est la réadaptation. De s'inscrire dans un programme de réadaptation, c'est très important parce qu'on va pouvoir faire plus avec ce qu'on a comme capacité et on va pouvoir aussi s'encourager. Puis on pense que le fait de faire de l'exercice et d'aérer les poumons, de le faire respirer plus grand, ça peut aussi être bénéfique, puis de ralentir peut-être la progression de la maladie. Les gens inscrits à des programmes de réadaptation qui les suivent bien ont tendance à avoir une meilleure évolution que les gens qui ne sont pas inscrits. On va avoir le désagrément d'avoir du mucus, donc il faut avoir des trucs pour dégager les sécrétions. Je vais vous montrer quelques appareils qui peuvent être utiles après cette diapositive-là. Les médicaments qu'on prend ont tendance à nous faire perdre du poids. Donc, on peut changer notre diète pour tolérer mieux les médicaments. Mais l'autre chose importante, c'est que dans l'alimentation, il y a beaucoup de médicaments, il y a beaucoup de produits naturels dans les fruits puis dans les légumes qui ont des propriétés protectrices pour les tissus, des antioxydants. Donc, quelqu'un qui veut se donner une chance que la FPI peut, sans faire une folie, mais peut mettre l'accent dans sa nutrition pour manger un peu moins de viande, un peu moins de gras, un peu moins de calories vides, puis de manger beaucoup de fruits puis de légumes avec des belles couleurs. Puis là, il va chercher plus d'antioxydants. Puis ça ne veut pas dire de moins manger. Il faut bien manger, il faut rencontrer nos besoins énergétiques, mais il faut manger une nutrition qui est saine. Et ça va aider, comme pour tout le monde, mais particulièrement pour les gens avec l'FPI. Un symptôme fréquent de la FPI, c'est de l'anxiété parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend, puis la dépression. Donc, ça aussi, il faut être à l'aise de discuter avec notre médecin et dire, ça se peut-tu que je sois anxieux? Ça se peut-tu que j'ai besoin d'aide ou que je sois un peu déprimé? C'est tout à fait normal, puis il y a des façons de s'aider, les groupes d'entraide, la médication, toutes sortes de trucs. L'accès à l'information compréhensible, c'est rare qu'on ait un accès à l'information, ça c'est important. L'oxygénothérapie, on en parlait avant la conférence, c'est une étape importante dans la vie de quelqu'un qui a la FPI. Nécessairement, ce n'est pas parce que ça va bien qu'on prescrit de l'oxygène. Par contre, ça ne veut pas dire non plus qu'on est en fin de vie. Il y a des gens dans ma clinique qui ont eu de l'oxygène des années de temps, qui ont récupéré une qualité de vie. Donc, c'est une adaptation. On aimerait mieux pas en avoir, mais ce n'est pas nécessairement la fin de la vie. Il ne faut pas voir ça comme ça.
Puis, c'est important de le prendre si le médecin croit que c'est nécessaire. Maintenant, on ne prescrit pas de l'oxygène à tout le monde parce que les programmes d'oxygénothérapie coûtent cher, puis ce n'est pas bénéfique pour tout le monde. Donc, c'est sélectif. Enfin, la planification, pour les gens, malheureusement, il y a encore des gens qui décèdent de la FPI. C'est important de pouvoir discuter ouvertement de la fin de vie. Qu'est-ce qu'on veut en fin de vie? Est-ce qu'on veut avoir de l'acharnement, pas de l'acharnement, mais des traitements intensifs qui peuvent être interprétés comme de l'acharnement, de l'intubation, de la ventilation sur une machine, un respirateur? Est-ce qu'on veut aller vers une greffe des poumons? C'est quelque chose qui est faisable. Il y a des risques. Ou est-ce qu'on se dit, bien, avec tout ce que j'ai, j'aimerais mieux avoir du confort, je vais mettre ma priorité. Donc, tout ça doit être discuté avec son médecin pour clarifier avant que ce soit vraiment le temps de prendre des décisions. Le mucus, on peut le gérer avec des appareils simples de physiothérapie qui permettent de faire un petit peu de vibration des bronches. On souffle dans ces appareils-là, puis vos médecins peuvent vous recommander une sorte plutôt qu'une autre, mais ils sont tous très bons. Ils peuvent aider à dégager le mucus. Puis je termine avec une diapositive qui ne vous dira rien, puis même moi, qui est un chercheur, je ne peux pas vous dire que je comprends tout ce qu'il y a là. Mais pourquoi je vous présente ça? C'est parce que c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de compagnies, c'est la rangée, la colonne à gauche. Il y a plusieurs compagnies qui travaillent fort sur la fibrose, la FPI. Donc ça, c'est toujours bon signe quand il y a plusieurs. Ils ont plusieurs agents qui sont complètement différents les uns des autres. Et leurs mécanismes sont différents souvent. Et il y a beaucoup de ces médicaments-là qui sont en études cliniques, qui sont dans différentes phases d'études et dont le nombre de sujets varie. Ça, c'est une vieille diapositive, elle doit être mise à jour, mais la raison que je vous la présente, c'est pour vous dire que c'est très actif, la recherche en fibrose pulmonaire idiopathique, puis qu'il y a des occasions pour vous de participer à des études de recherche. Il y en a dans les centres universitaires qui se font, puis votre pneumologue peut vous référer à un médecin qui participe à ces études-là si ça vous intéresse. Fait que je conclue avec ces quelques conclusions-là. La première, c'est que plusieurs causes génétiques et environnementales sont associées à la FPI. Deuxièmement, la mucine, l'accumulation de mucus, semble jouer un rôle dans la pathophysiologie de la forme génétique, mais également probablement dans la forme sporadique. Donc, l'accumulation de mucus, ce n'est pas quelque chose qu'on associe beaucoup à la FPI, mais la toux, les sécrétions que les gens ressentent, c'est un symptôme qui provient probablement d'un excès d'accumulation de ce qu'on appelle les mucines ou le mucus dans les alvéoles et dans les petites voies aériennes. Les approches non pharmacologiques sont très importantes. Je vous en ai parlé, la nutrition, l'exercice, la réadaptation, traitement d'anxiété, de dépression, tout ça, c'est très important. Les médicaments actuels, la pyrphénidone et le nintédanib, sont efficaces pour ralentir la progression de la FPI. Il y a plusieurs nouveaux médicaments qui sont en investigation aussi, donc il y a de l'espoir. La recherche, c'est long. Je ne vous dis pas qu'il y a un traitement meilleur qu'un autre pour demain matin, mais il y en a beaucoup de recherches qui se fait et vous pouvez juste être vigilant pour apprendre s'il y a des nouveaux traitements. Votre médecin devrait vous le dire. Sinon, vous pouvez aussi vous inscrire à des études si vous êtes dans un centre où il se fait de ces études-là. Donc, je vais arrêter là. Je vais laisser la place aux questions et à la discussion. Merci de votre attention.